Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Hop là, je vais juste mettre. Alors, bienvenue à cette visioconférence qui s'intitule Élaborer et partager la vision stratégique de votre entreprise par notre adhérent UPE Enrique Nunez. Simplement vous dire en début de visio quelques petites infos. Enrique va faire sa présentation. Vous pourrez poser toutes vos questions à la fin. Je vous invite néanmoins à les mettre au fur et à mesure dans le chat sur le côté. Comme ça, voilà, on a déjà la liste de toutes les questions. Et moi, à la fin de la conférence, je vous redonnerai la parole aux uns et aux autres pour que vous puissiez les poser directement. Sachez que le PowerPoint de Enrique sera dispo sur le site internet de l'UPE, ainsi que la visioconférence en replay. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Si jamais vous avez des soucis techniques ou quoi que ce soit, je suis à votre entière dispo, donc vous me faites des petits messages dans le chat. Voilà. Moi, je vais gérer le SAV. Je vous souhaite une bonne vidéo à toutes et à tous et je laisse la parole à Enrique. Merci Elodie. Tu pourras faire aussi la gardienne du temps. Pas de souci. Voilà, donc j'ai prévu de parler pendant à peu près une demi-heure et ensuite de laisser une demi-heure de temps d'échange et de questions-réponses. Ok, je te dis dès que ça fait une demi-heure. Ok, peut-être que tu peux me dire ça 5 minutes avant, comme ça je Pas de problème. Non, je te coupe à une demi-heure pile. Voilà. Ok, très bien. Bien, merci à tous d'être présents. C'est une première pour moi de faire une conférence, un atelier conférence à l'UPE par visioconférence. D'habitude, je suis présent physiquement dans les locaux de l'UPE, donc là, c'est une première. J'espère que tout se passe bien au niveau Internet et que je n'aurai pas de coupure. Ça m'arrive de temps en temps. J'espère que je n'aurai pas de coupure. Voilà, en tout cas, je suis ravi de partager avec vous ce thème sur la vision stratégique. J'étais encore hier avec un comité de direction d'une entreprise d'environ une centaine de personnes et on discutait exactement de ce sujet. Ça fait 2-3 jours qu'on travaille là-dessus et donc c'est un sujet assez passionnant pour les entreprises et les comités de direction qui sont confrontés à des difficultés d'alignement et de faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs aillent dans le même sens. Je vais me présenter très rapidement, vous donner alors, attendez, parce que là, il faut que ça marche. Voilà. Vous donner quelques éléments statistiques, je vous laisse lire un peu mon chemin professionnel, mon expérience. Vous avez là des données. Pour faire simple, j'ai 2 activités. J'ai une activité de salarié, une activité de dirigeant. Dans mon activité de salarié, je suis formateur exécutif, professeur exécutif à l'école de management de Lyon, qui était une des top business schools de France. Et puis, je suis dirigeant de ma propre société depuis une quinzaine d'années où j'accompagne les directions générales d'entreprise sur leurs problématiques de vision, de conduite du changement et de transformation des entreprises. Voilà quelques références. Elles ne sont pas toutes là, mais il y a un certain nombre de références entreprises dans lesquelles je suis intervenu. Aujourd'hui, j'interviens beaucoup, notamment sur la région parisienne, pour des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, qui sont dans des entreprises qui font entre 100 et 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, grosso modo. Voilà un peu mon profil. Alors, on va plonger directement dans cette question de la vision, avec d'abord une petite étude, enfin pas une petite, une grosse étude, qui a été, dont les résultats ont été publiés il y a quelques années de ça, en 2016. Donc ça rassemble environ 460 000 employés dans plus de 400 entreprises qui sont cotées aux États-Unis. Et les résultats de cette étude sur la vision, il y a trois conclusions qui me paraissent particulièrement intéressantes. La première, c'est qu'on prouve que la vision, avec la clarté de vision derrière, la clarté du top management, ça génère une performance économique supérieure de plusieurs points en pourcentage, que lorsque les employés ressentent du sens dans leur travail, leur performance augmente. Ça, je pense que ce n'est pas une découverte pour la plupart d'entre nous. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le niveau du management intermédiaire, joue un rôle particulièrement important dans la génération de cette performance entre la vision et la performance.
C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir juste une vision, il faut que cette vision soit relayée et c'est le management intermédiaire qui remplit ce rôle de relayer la vision au niveau de l'ensemble d'entreprise. Et quand ça se fait, alors à ce moment-là, la vision génère de la performance économique. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Alors, on va aborder quelques points. Et la première chose, c'est au fond, qu'est-ce que c'est qu'une vision ? De façon très simple, une vision, c'est une image projetée dans le futur. C'est une image d'un futur possible au niveau de l'entreprise. J'espère que vous m'entendez bien. Hein, là, je ne sais pas, Ludie, tu me dis hein, si ça ne se passe pas bien, d'accord. Donc, c'est une image. Donc, c'est un futur possible. Ce n'est pas une prévision. Ce n'est pas comme dans les prévisions météorologiques, voilà demain ce que sera demain de l'entreprise. Non, c'est un futur désiré, c'est un futur projeté. Et donc, à partir de ce moment-là, finalement, beaucoup de gens vont avoir une vision de l'entreprise. Et c'est justement là-dedans qu'on va trouver les difficultés de cette notion de vision. Si je prends l'exemple de l'entreprise d'hier, ils avaient fait un premier travail il y a 2 semaines de ça, et finalement, on a tout recommencé parce que, comme a dit le dirigeant, finalement, on est tous d'accord dans les grandes lignes. Et j'ai dit justement à Alexandre, Alexandre, qui est le PDG de l'entreprise, tout le problème est là. C'est qu'on est souvent tous bien d'accord dans les grandes lignes. Et la question, ce n'est pas d'être d'accord dans les grandes lignes, c'est d'être d'accord dans les petites lignes, justement. Parce que dans les grandes lignes, finalement, quand on prend un groupe même de 10 amis ou de 20 amis autour de nous, si on disait finalement comment est-ce que vous avez vécu telle ou telle situation, dans les grandes lignes, on serait à peu près d'accord. Ou alors on aurait 2 groupes, ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord. Mais finalement, ce serait simple. Mais quand on pose la question finalement de la mise en œuvre de la vision, eh bien, ce sont justement les détails qui font qu'on n'est pas d'accord et qu'il va y avoir tout un ensemble comment est-ce que je pourrais dire ça, de dispersion qui vont s'exercer dans l'entreprise. Et c'est justement ça le problème. Et donc, il ne s'agit pas d'être grosso modo d'accord, il s'agit d'être finement d'accord. Et ça, c'est la difficulté. Alors, une fois qu'on a dit que la vision, c'était une image projetée ou une image désirée de l'entreprise dans le futur, eh bien, une question centrale, ça va être comment on va aligner les personnes, les acteurs autour de cette finalité commune. Et ça, c'est une difficulté que je retrouve dans un très grand nombre d'entreprises. Ce n'est pas nécessairement qu'il manque une vision, mais c'est l'alignement des acteurs autour de cette vision. Alors, on va voir que quand même, pour aligner les acteurs autour de cette vision, de cette finalité commune, eh bien, il faut être précis autour de la vision. Et c'est là où on va commencer à avoir des difficultés dans ce qu'on va mettre à l'intérieur de la vision. Alors, j'ai une petite question à vous poser. Hein. Il est souvent très rare de pouvoir aligner complètement les acteurs. Alors, ça dépend de la taille de l'entreprise. Évidemment, si on est 3 personnes, 5 personnes ou 10 personnes dans l'entreprise, c'est incroyablement plus facile d'aligner tout le monde que lorsqu'on est 50, 100. Et là, je parle juste de petites entreprises, je ne parle même pas des grosses qui font 10 000, 100 000 ou 400 000 personnes. Question, est-ce que c'est pour vous un enjeu de communication ? Sous-entendu, est-ce qu'il suffit que la direction générale communique auprès de ses collaborateurs pour dire, bon, ça y est, c'est fait, la vision est transmise, tout le monde est aligné. Je vous laisse juste quelques secondes pour faire le point avec vous-même sur cette petite question. Est-ce un enjeu de communication ? Est-ce que aligner la vision est un enjeu de communication ? Sous-entendu, descendante. Voilà, je vous ai laissé quelques secondes, ne serait-ce que pour dire oui ou non, ou je ne sais pas, ou peut-être, à l'intérieur de vous. Ce que j'en dis de ça, c'est que aligner la vision n'est pas qu'une question de communication. Et si je veux être un peu iconoclaste, je dis carrément, ce n'est pas une question de communication. Or, souvent, on dit, voilà, il faut que je communique bien, il faut que je communique à l'ensemble du personnel. J'étais confronté à ça très souvent, après avoir fait un travail de 3 mois sur la vision. Il y a cette entreprise d'informatique, le dirigeant me dit, bon allez, on va caler 1 heure dans les agendas, on va transférer tout ça au personnel et ça sera fait. Et là-dessus, je lui ai signifié que ce n'était pas possible de faire ça et que je ne participerai pas à ce genre
d'opération parce que c'est absolument pas efficace. Pourquoi? Parce que dans la communication, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On explique, on justifie, voire même on impose, mais ça ne crée pas de l'alignement de faire ça pour agir ensemble de façon efficace. Pourquoi? Parce que quand on va communiquer avec nos opinions, nos croyances, nos perceptions. C'est pour ça que j'ai écrit ces phrases-là sur la diapo, parce qu'il faut bien lire ça. Et ces croyances, ces opinions, ces convictions, ces perceptions, elles vont rebondir sur les opinions, les croyances et les perceptions des autres. Et donc, on a des jeux de rebond, comme ça, entre les croyances, les opinions, entre la direction générale et celle des autres personnes. Et du coup, ça revient comme un boomerang. Et qu'est-ce qui revient comme un boomerang? Ça ne fait pas sens. Et du coup, le désalignement va être important. Il va régner à la fois en vertical, c'est-à-dire entre les niveaux hiérarchiques, mais aussi sur un même niveau hiérarchique, voire même dans une même fonction. On va avoir des visions, des perceptions qui vont être différentes. Et ça, c'est quelque chose d'important à intégrer. Du coup, il faut s'y prendre autrement. Et c'est ce que je vous propose de regarder, finalement, c'est comment on peut faire en sorte que la vision soit construite et soit partagée par l'ensemble des acteurs. Ce qui va nous poser 2 points. Le premier point, le contenu de la vision. Je vais aborder ça dans quelques instants. Mais auparavant, dire 2-3 mots sur le partage de la vision. Comment est-ce qu'on peut partager la vision? Alors, aligner l'ensemble du collectif, l'ensemble du corps social de l'entreprise autour de la vision, c'est une question de sens. C'est une question de sens partagé. Et donc, c'est une question de partage collectif. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ça? Ça veut dire que si on veut que l'ensemble des acteurs partagent la même vision, il faut embarquer l'ensemble des acteurs dans la construction de cette vision et autour du sens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le sens? 3 choses qu'on va regarder. Le sens, on pense souvent qu'il suffit d'avoir une vision pour créer du sens. En fait, dans mon expérience, j'ai dû accompagner plusieurs dizaines d'entreprises, j'ose pas dire plus de 100 entreprises autour de cette question de vision. Mais au fond, la question de la vision, c'est du sens qui est partagé. Et ça veut dire que l'ensemble des acteurs doit être d'accord sur la projection future, mais ils ne peuvent pas être d'accord sur la projection future parce que déjà, ils ne sont pas d'accord sur déjà la situation actuelle. Vous prenez un financier, vous prenez un commercial, vous prenez une personne de la recherche ou du développement, quelqu'un de la logistique, quelqu'un dans les ressources humaines, etc., etc. Enfin, bref, des personnes de différentes fonctions, la probabilité qu'ils posent le même bilan sur l'entreprise à l'instant T, elle est très faible. À partir du moment où les gens ne partagent pas un diagnostic, c'est très compliqué de les aligner sur une vision future. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même perception de l'entreprise déjà dans l'état actuel. Donc, on va voir qu'un des enjeux, ça va être justement de construire et de partager plusieurs niveaux de sens. Et je vais vous présenter un petit outil par rapport à ça, qui est très efficace, de façon à faire en sorte que, à la fois dans les niveaux supérieurs, dans les niveaux inférieurs, on soit d'accord sur ce qu'on veut dire. La deuxième chose, pour créer du sens et du sens partagé, c'est de co-construire la vision. Souvent, on pense qu'on veut, c'est la vision du dirigeant. Alors, dans une petite entreprise, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais dès qu'on va au-delà de 30, 40, 50 personnes, on commence à avoir ce phénomène de dispersion, ce phénomène d'entropie, pour reprendre une terminologie scientifique, qui fait que les gens vont avoir beaucoup de mal à se rejoindre. Dans l'à peu près, on va être d'accord, mais dans le détail, on ne va pas être d'accord. Et du coup, on va avoir des options opérationnelles qui vont être différentes. Donc, de co-construire, ça va être quelque chose d'important, et notamment de co-construire non pas une vision, mais de co-construire un diagnostic. Et ça, c'est en général contre-intuitif. On n'a pas envie de passer du temps à faire du diagnostic parce que, on est à peu près d'accord, on sait dans quel état on est, on sait parler un peu autour de la machine à café et on pense qu'on est d'accord là-dessus. Et du coup, on va se préoccuper du futur. Ce qui est très intéressant, c'est que si on veut avoir une vision vraiment partagée, ce n'est pas la vision qu'il faut partager dans un premier temps, c'est le diagnostic de la situation initiale de l'entreprise qu'il faut partager. Et ça va demander du temps. Ça va demander un petit peu de temps, pas forcément beaucoup de temps, mais ça va demander à ce qu'on soit d'accord sur finalement, mais au fond, quelle est la performance actuelle de l'entreprise et surtout quelles sont les causes profondes de la performance de l'entreprise. Et ça, ce n'est pas évident.
J'ai fait l'exercice très récemment. Les gens ont beaucoup de mal à partager des causes. En général, on partage des symptômes. Voilà, bon, voilà, la part de marché augmente, la part de marché diminue, les commerciaux sont bons, les commerciaux ne sont pas bons, les gens sont satisfaits, les gens ne sont pas satisfaits. Bon, ça, c'est des symptômes, mais ce n'est pas un diagnostic. Le diagnostic, c'est les causes profondes de la situation réelle. Et quand on travaille sur le diagnostic et que les gens sont d'accord sur le diagnostic, il se passe quelque chose d'absolument incroyable, c'est que la vision devient une évidence. La vision, en général, c'est du bon sens. On sort rarement des choses absolument extraordinaires. Mais du coup, ce bon sens, il est partagé par tout le monde parce qu'on part du même point. Si je le code de façon un peu différente, le point A, c'est la situation actuelle, le point B, c'est la vision. Ben, si on n'est pas d'accord sur le point A, c'est très difficile d'être d'accord sur le point B. Par contre, si on est d'accord sur le point A, tout d'un coup, on va être facilement d'accord sur le point B. Je l'ai vécu à différentes reprises, avec avec des groupes de tailles différentes, et c'est très intéressant de voir ça. Alors, la question du contenu. Déjà, vous dire que la vision comporte 9 niveaux. Et je devrais même dire un 10e, parce que quand on parle de vision, il y a 2 visions. Il y a d'abord la vision de son environnement concurrentiel. Les clients, les concurrents, les fournisseurs, bref, les différents partenaires avec lesquels nous sommes. Tout cet environnement, tout cet écosystème bouge. On l'a vu avec le Covid-19 très récemment, qui aurait pu prévoir qu'en janvier, en février, on soit arrêté pendant 3 mois. Donc cet écosystème, il bouge parfois de façon très soudaine, très inattendue. Et avoir une vision de l'entreprise, c'est déjà avoir une vision de cet environnement-là. Pas obligé de rentrer trop dans les détails, mais au moins avoir une idée de la dynamique des concurrents et des clients. Pourquoi je parle des concurrents et des clients plus que des autres? Parce que ce sont deux types d'acteurs qui sont particulièrement structurants dans les écosystèmes des entreprises. Il y en a d'autres, hein. Il y a des partenaires stratégiques, il y a des fournisseurs, il peut y avoir l'État, il peut y avoir d'autres acteurs, évidemment, mais les clients et les concurrents sont deux acteurs qui structurent l'environnement. Et il est très important de pouvoir projeter à 3 ans, à 5 ans, dans les grandes lignes, on n'est pas obligé de rentrer dans le détail encore une fois, mais dans les grandes lignes, ce qui va se passer à ce niveau-là. Et puis, il y a la vision de l'entreprise dans cet environnement-là. Alors, si vous deviez penser un peu dans votre tête, c'est quoi ces 9 niveaux? Et moi, qu'est-ce que je mets dans cette vision? Qu'est-ce que je mets là-dedans? Je vais vous laisser une trentaine de secondes pour faire un peu le point, mais moi, quand je parle de vision, je mettrai quoi dedans? C'est ça la question que je vous pose. Qu'est-ce que je mettrai dedans? Quand vous communiquez la vision, vous mettez quoi? Ou quand vous recevez une communication sur la vision, qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Alors souvent, je reprends un peu la main, on va retrouver ça. On va retrouver une ambition à court moyen terme, ça peut être à 1 an, à 1 an et demi, 2 ans, parfois 3. Puis on va retrouver rapidement un plan d'action et puis souvent des éléments d'organisation. Bon, c'est intéressant. Il y a déjà la notion d'ambition. Et on voit que les niveaux 8 et 9 sont des niveaux opérationnels. Dans d'autres cas, la communication est plus importante, elle est plus étoffée. On va aborder des questions de valeur. On va en général avoir des questions d'ambition. C'est quoi une ambition? C'est en général un objectif chiffré à court moyen terme. Il faut augmenter le chiffre d'affaires de 5%, de 10%, il faut augmenter les parts de marché, il faut avoir plus de produits, il faut élargir la gamme. Bon, voilà, des choses de ce type-là. Ce sont des objectifs en général à court moyen terme. On peut mettre le terme d'ambition. On va retrouver des axes, des grands axes. Bon, voilà, il faut développer la communication, il faut développer le digital, il faut renforcer l'innovation, il faut aller à l'international. Ça, ce sont des axes stratégiques. On va retrouver parfois des projets qui vont se décliner. Bon, alors, pour développer l'innovation dans les 5 ans, eh bien, il faut renforcer la gamme et puis il faut trouver une ou deux technologies qui vont nous permettre de développer de nouveaux produits. Et puis, on va retrouver l'organisation. Voilà, puis on va se dire, bon voilà, là j'ai une vision. En fait,
on va retrouver effectivement dans ces niveaux 7, 8, 9 des choses, voire même le niveau 6, des choses qui sont très opérationnelles. Et ça ne va pas être très inspirant en général. Ça va donner éventuellement une feuille de route, dans le meilleur des cas, mais ça ne va pas être très inspirant. Ce qu'on veut faire avec une vision, ce n'est pas forcément donner le détail. Ce qu'on veut faire avec une vision, c'est inspirer les gens. Ce qu'on veut, c'est que les gens s'alignent autour de quelque chose qui les inspire. Ils ont envie de le faire. Ça veut dire quoi, inspirant? Ça donne du sens, ça c'est une première dimension. Ça donne un sentiment de liberté et d'ouverture. Et puis, ça donne un désir, ça donne un élan d'action. C'est ça qui est quand on dit que c'est inspirant. Donc, ça insuffle de l'énergie, ça rend vivant, ça crée de l'impulse, du mouvement. Les gens, tout d'un coup, ils ont envie de faire des choses, ils ont envie de prendre des initiatives. Ils sont moins dans le je dois et plutôt dans le je veux ou j'ai envie. Ça crée de l'émotionnel aussi. Ça relie la raison et l'émotion. Bref, ça crée une espèce d'enthousiasme et d'élan. C'est ça, inspirant. Et bien, dans mon expérience, et je reste humble par rapport à ça, mais je parle vraiment de mon expérience, les dimensions opérationnelles sont rarement inspirantes. Elles sont rassurantes. Ça, oui, ça peut être sécurisant, c'est vrai, parce que ça injecte de la structure, mais ce n'est pas forcément inspirant. Et ce sont les niveaux supérieurs qui vont être inspirants. Ce sont les niveaux du dessus, 1, 2, 3, 4, 5, qui vont aider les gens à être vraiment dans l'inspiration. Alors, si je vous mets l'ensemble des dimensions, eh bien, le premier niveau, c'est la raison d'être. C'est-à-dire, au fond, ce pourquoi l'entreprise existe. C'est rarement rappelé ça dans les entreprises. Pourquoi on est là? Pourquoi l'entreprise est là? Pourquoi l'entreprise existe? Quel est l'impact que l'entreprise se propose d'avoir dans son environnement et dans son écosystème? Et ça, c'est souvent très important et on se rend compte que de plus en plus, avec les nouvelles générations, ce ne sont pas les niveaux du bas qui vont les aider, les guider, les inspirer, ce sont le niveau du haut. 1, 2, 3, 4. Donc, quelle est ma raison d'être? Je vais vous donner un exemple par rapport à ça dans un instant. Je crois que j'ai prévu un exemple avec L'Oréal. La vocation, c'est le métier. Quel est le métier profondément? C'est quoi? Eh bien, on a revisité ça avec l'entreprise d'hier. Et finalement, ils se sont dit, bon voilà, ils sont dans la transformation digitale et donc ce sont des gens qui sont plutôt dans la partie informatique. Ils disent, bon ben, notre métier, c'est faire du pilotage de projet. Mais franchement, votre vocation, c'est pas très intéressant. Votre métier, techniquement, il est juste, mais c'est pas très inspirant. Et finalement, ils sont arrivés à d'autres formulations beaucoup plus inspirantes et tout d'un coup, l'ensemble du comité de direction, ils ont dit, waouh, ça j'achète, ça j'y vais, là je suis d'accord. Ben voilà, c'est ça qu'on cherche dans la vision. C'est ce côté inspirant. Les valeurs, je ne vais pas commenter parce que c'est ces normes de comportement que les entreprises connaissent en général relativement bien. Juste un commentaire sur les valeurs. Il y a les valeurs qu'on veut avoir et les valeurs qu'on a. Il faut bien faire la distinction entre les valeurs qu'on veut avoir. Souvent, ce sont des vœux pieux. Ce qui est intéressant, c'est les valeurs qu'on a, celles qui sont effectivement utilisées par les acteurs au quotidien. Le point 4 et le point 5 sont absolument fondamentaux pour avoir une vision. Avoir une ambition à terme, c'est important, mais avoir une idée du positionnement que l'entreprise se propose d'atteindre, c'est encore plus efficace. Quelle est la place que l'entreprise veut avoir à 5 ans? Et quand on arrive à formuler quelque chose de court, quelque chose de sharp, comme on dit en anglais, quelque chose de déguisé et d'impactant sur cette notion de positionnement, ça embarque vraiment les acteurs. Souvent, ce que je vois, c'est que les entreprises ne sont pas claires sur leur positionnement. Le positionnement, c'est la place que l'entreprise veut avoir dans son environnement concurrentiel. C'est ce qui distingue de l'entreprise fondamentalement par rapport aux autres concurrents. Ça rejoint la notion d'avantage compétitif. Au fond, le positionnement rejoint la notion de quel est l'avantage concurrentiel que j'ai vraiment par rapport aux autres. Pas les points forts. Les points forts, ce n'est pas très important. Ça rassure. Mais ce n'est pas ça qui crée de l'avantage. Ce n'est pas ça qui distingue par rapport aux autres. On a souvent un ou deux avantages concurrentiels, pas plus que ça, mais la grande majorité des entreprises n'ont pas d'avantage compétitif. Elles se racontent des histoires par rapport à « voilà ce qui me différencie ». Mais ce qui me différencie, ce n'est pas forcément l'avantage concurrentiel, c'est un point fort. Mais un point fort, ça ne va pas attirer des clients.
ce qui va vraiment attirer des clients, c'est un avantage perçu, durable et défendable par rapport aux autres concurrents. Et c'est tout cet avantage compétitif, tout ce positionnement-là qu'il faut transmettre dans l'entreprise. Or, souvent, les acteurs vont avoir un avis différent. Les acteurs internes vont avoir un avis différent au niveau du positionnement de l'entreprise. Alors, je pense que j'ai mis un exemple. Voilà. Si on prend L'Oréal, et simplement en regardant leur communication, c'est-à-dire ce que j'ai mis là, dans cet exemple-là, c'est ce que vous pouvez trouver sur le site de L'Oréal. Alors, j'ai fait ça il y a un an, sur le site de L'Oréal, il y a un an, peut-être que ça a bougé depuis, mais en tout cas, on peut remettre les différents niveaux de L'Oréal. Donc, j'ai pris un grand groupe. J'aurais pu prendre des entreprises plus petites, mais c'est intéressant de voir que finalement, même un grand groupe, en général, les grands groupes ont des gros problèmes d'alignement des différents acteurs internes autour d'une vision, finalement, on arrive à sortir des choses qui peuvent être intéressantes. Je vous laisse lire, je ne vais pas commenter chacune des dimensions, ça prendrait un peu trop de temps dans le temps que j'ai. Élodie, il me reste combien de temps? Il te reste 1 minute 20. J'ai mis le chrono à 25. Hein. Donc ça veut dire qu'il te reste 7 minutes. Il me reste 6 minutes, d'accord. Voilà, donc ce qui est intéressant, la raison d'être, c'est offrir la beauté à tous. Donc c'est vraiment un impact sociétal, un impact sur l'écosystème. Leur vocation, ils l'ont définie pas comme étant la cosmétique, c'est très intéressant, ils définissaient encore ça comme étant la cosmétique comme étant leur métier. La vocation, c'est le métier, c'est la profession dans laquelle on est. Ils définissaient encore, ils disaient de ça, la cosmétique comme étant leur business. Très intéressant, ils l'ont défini comme étant la beauté. Et donc, ça change le prisme. On est dans un prisme beaucoup moins technique, mais dans un prisme beaucoup plus impact. Les valeurs, je vous laisse y découvrir. L'ambition, c'est conquérir à nouveau, sous-entendu, ils ont déjà 1 milliard de consommateurs dans le monde. Et puis le positionnement. Et là, le positionnement, il y a 2 façons de le prendre. C'est de le prendre soit sous l'angle de l'offre, et là on le voit dans la deuxième puce, offrir les meilleurs cosmétiques en termes de qualité, d'efficacité, de sécurité pour satisfaire des besoins et des désirs autour de la beauté, et dans toute la diversité, c'est-à-dire quelle que soit la peau, noire, jaune, rouge, blanche, quelles que soient les ethnies, finalement on doit pouvoir répondre à ça. Et on voit aussi offrir une beauté sur mesure. Offrir une beauté sur mesure, c'est vraiment la proposition de valeur. Et offrir les meilleurs cosmétiques en termes de qualité, d'efficacité et de sécurité, c'est en termes d'offres, mais ça positionne l'entreprise par rapport aux concurrents. Ça, c'est très intéressant. Et vous voyez, les priorités, il y en a très peu, il y en a 3 ou 4 qui sont autour de… Finalement, on est dans un phénomène d'entonnoir. Ces différents niveaux cascades, c'est pour ça qu'on appelle ça des niveaux logiques. Plus on est en haut, plus c'est abstrait. Plus on est en bas, plus c'est concret. Et donc, la question, c'est comment on peut faire en sorte que tout ça soit aligné entre les différents niveaux. J'imagine que vous aurez des questions par rapport à ça. Et je voudrais aborder j'ai encore 2 diapos à partager avec vous. Première diapo sur comment finalement on construit cette vision-là. Comment on construit la vision. Et là, on peut se retrouver avec 2 choix, fondamentalement. Soit on le fait seul, soit le patron seul, soit avec un tout petit nombre de personnes autour du patron dans l'entreprise, soit on le fait beaucoup plus largement et on embarque. Quand on est une entreprise de 10, 20, 30 personnes, on peut embarquer les 30 personnes ou les 20 personnes. C'est vraiment possible, je l'ai fait à plusieurs reprises. C'est étonnant les résultats, ne serait-ce que émotionnels que ça dégage. Ça crée une dynamique absolument incroyable. Le souvenir que j'ai, c'est avec cette entreprise informatique d'une centaine de personnes, pas celle d'hier, mais que j'ai fait avec quelques années. On a fermé l'entreprise pendant une journée. On a pris les 96 personnes ensemble, avec des tables rondes, avec tout un ensemble de choses. Si ça vous intéresse, je pourrais vous parler de cet exemple-là. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'un an plus tard, le personnel, y compris les gens de l'accueil, etc., demandaient à la direction générale, mais vous en êtes où? Parce que nous, on a été bluffés par notre vision et on veut absolument contribuer à ça. Plus on est dans la partie seule, plus ça va vite, mais plus on va avoir un enjeu de partager la vision, et ça peut être vraiment très difficile de partager la vision, ça peut prendre des mois et des mois. Plus on va du côté collectif, la construction de la vision va prendre plus de temps,
Mais par contre, immédiatement, les gens ont compris et il n'y a pas d'enjeu de communication. Il n'y a pas d'enjeu de communication lorsqu'on le construit collectivement parce que tout le monde a construit la vision. Et donc, là, ça dépend. Ceux qui veulent aller vite vont aller du côté seul. Mais par contre, ils vont avoir des gros enjeux de diffusion, de compréhension et pour embarquer, comme on dit, les personnes dans la vision. Plus on le fait collectivement, c'est la construction qui va prendre du temps. Mais par contre, il n'y aura pas d'enjeu, il n'y aura pas de difficulté de compréhension de la vision ou d'embarquer, sauf pour les résistants. Il y a toujours des résistants, des gens qui, de toute façon, quoi qu'on fasse, disent non. Donc l'adhésion sera très forte quand on va dans le parti collectif. Par contre, elle sera beaucoup plus faible lorsqu'on va dans le côté seul. Par contre, on gagne beaucoup de temps à construire la vision du côté seul et on va consommer plus de temps du côté collectif. Alors, j'avais dit dans le teasing de la conférence d'aujourd'hui, de l'atelier, finalement, 3 ingrédients pour construire une vision inspirante. Donc, je vais répondre à ma promesse. Pour construire une vision inspirante, c'est d'abord une question de sens. Et le sens, comme je l'ai dit tout à l'heure, est moins une question de vision qu'une question de diagnostic. Si vous voulez vraiment construire du sens dans l'entreprise, et c'est vraiment une bonne idée avec les millennials, les nouvelles générations sont des gens qui sont… Tout le monde recherche du sens aujourd'hui, mais les nouvelles générations sont particulièrement sensibles au sens. Si vous voulez construire du sens, il faut partager les diagnostics. Il faut partager le pourquoi de la situation actuelle dans l'entreprise et le traiter. Reconnaître ce qui va bien et traiter ce qui va moins bien. Le deuxième point pour construire une vision inspirante, c'est de l'intelligence collective. Si vous avez une question par rapport à ça, j'y répondrai, mais comment on peut faire dans des entreprises de 30, de 50, de 100, de 150 personnes, on peut le faire même à beaucoup plus, mais j'imagine que je n'ai pas beaucoup de gens qui ont des entreprises de plus de 100 personnes autour de la table. Au fond, construire une vision inspirante, c'est savoir mettre les gens dans des processus d'intelligence collective qui leur permettent de discuter vraiment de ce qu'ils vivent au quotidien, de comment ils se représentent leur environnement et de comment ils projettent les meilleures ambitions pour l'entreprise dans le futur, dans les 3, 5, voire même 10 prochaines années. Et évidemment, c'est une question de leadership. Un leadership ouvert, un leadership bienveillant, un leadership qui n'a pas peur du collectif, qui n'a pas peur de partager des choses. J'ai coaché un dirigeant pendant 1 an sur Lyon et il était tellement fermé qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait en termes de communication, rien ne passait. Il ne donnait même pas le chiffre d'affaires dans l'entreprise. Quand je lui ai dit mais tu ne donnes pas, Patrick, le chiffre d'affaires de l'entreprise, il me dit non, c'est confidentiel. Je lui ai dit, c'est absolument pas confidentiel, le chiffre d'affaires de l'entreprise. Le résultat, je veux bien, mais le chiffre d'affaires, ce n'est pas confidentiel, en tout cas pas à l'intérieur de l'entreprise. Il faut donner le chiffre d'affaires, sinon il y a des fantasmes, et c'est ce qui se passait dans cette entreprise. Il y avait des fantasmes comme quoi l'entreprise allait très bien, alors que l'entreprise est en train de perdre son chiffre d'affaires à un rythme de 15% par an sur les 3 dernières années. Donc l'entreprise allait mal et le PDG voulait serrer les boulons. Les gens ne comprenaient pas. Donc ça, c'est une question de leadership. Dans le leadership, c'est aussi d'exposer les gens à leur environnement. Il faut parler des clients, il faut parler des concurrents, il faut parler des fournisseurs, il faut parler de ce qui se passe dans l'environnement. Quand on ne parle pas de ce qui se passe dans l'environnement, les gens sont enfermés sur eux-mêmes et à partir de ce moment-là, leur seul référentiel devient la technicité et l'expertise. Et une fois qu'ils sont enfermés là-dedans, c'est très difficile de les ouvrir. Alors, je vous donne 2-3 exemples, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Si vous avez des questions là-dessus, je réponds volontiers sur cette question de leadership parce que c'est un point vraiment important d'avoir un leadership qui soit ouvert et en intelligence collective. Élodie, le timing, je l'ai respecté à peu près? Pile poil, à 30 secondes près. Voilà, très bien. Eh bien, voilà, merci beaucoup, Enrique. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai dans la mesure de mes moyens. Alors, pendant ta présentation, du coup, les participants ont été très attentifs parce qu'ils ont vivement commenté à chaque fois que tu disais quelque chose. On a David qui nous épare, je ne sais pas si David veut prendre la parole, qui disait que quand on a 10 personnes dans l'entreprise, s'il y a une personne qui n'est pas alignée, c'est quand même déjà 10% de l'effectif. Oui, bonjour. David. On vous écoute, David. Oui, j'entendais
le commentaire qui avait été fait au début, où on disait c'est important d'être aligné. Et effectivement, il y avait aussi la remarque sur le middle management. Donc, moi, dans mon cas, en fait, c'est vrai que c'est une toute petite entreprise. Donc, aligner tout le monde, bon, oui, évidemment, on va essayer, dans la mesure du possible, d'avoir une vision, de donner du sens. Et je suis assez d'accord avec la conclusion, hein, sur les trois points qui sont dans la conclusion. Euh, euh, Ma remarque, elle a été très pragmatique, c'est-à-dire que moi, effectivement, j'ai 10 personnes. Si j'ai 2 personnes qui ne sont pas alignées, ça me fait 20% de mon effectif, et je n'ai pas de middle management. Donc, c'est vrai que là, du coup, il y a une approche qui est un petit peu différente. Relayer les messages par le middle management, non, je ne les relaie pas par le middle management parce que je n'en ai pas. Donc, c'est moi qui vais porter le message en direct. Et puis, voilà, je disais effectivement, aligner tout le monde, c'est le souhait. On est d'accord. Évidemment, on a envie que tout le monde soit aligné derrière la vision, le sens et la stratégie qu'on va donner à l'entreprise. Voilà, simplement, la petite nuance que je donnais, c'est ça. C'est que si j'en ai 2 sur 10 qui sont pas alignés, c'est 20% de mon effectif. Voilà, c'est juste le but de ma remarque. C'est un très bon commentaire, David. C'est très compliqué d'avoir 100% d'alignement. Et d'ailleurs, plus l'entreprise augmente en taille, plus c'est compliqué d'être dans un alignement par rapport à ça. Sur une entreprise de 10 personnes, moi, ce que je note dans mon expérience, je suis coach de direction, j'accompagne souvent alors, soit la direction générale, soit les gens qui sont juste en dessous, les N-1, notamment dans les grandes entreprises, parce que ce sont des patrons de business unit. C'est très compliqué d'avoir 100% d'alignement. Ce qui est intéressant dans le non-alignement, c'est pourquoi les gens ne sont pas alignés. Qu'est-ce qui se passe qu'ils ne sont pas alignés? Et surtout, souvent, ce que j'ai noté dans mon expérience, ce n'est pas qu'ils ne sont pas alignés, c'est qu'ils voient des choses que les autres ne voient pas. Et souvent, ces personnes-là ne sont pas entendues. Et donc, elles insistent. Elles insistent pour être entendues parce qu'elles voient, elles ont des objections, ce qu'on appelle des objections. Et souvent, on ne les entend pas quand les personnes ont des objections. Pardon, je trébuche un peu ce matin, là, je sais parler vite à cause du temps. Souvent, on veut convaincre les personnes. Le problème, c'est que quand on veut convaincre les personnes, on ne les écoute pas. Alors, je ne dis pas que c'est votre cas, David, hein, je ne me permettrai pas du tout, mais c'est dans mon expérience. Quand on s'arrête pour les écouter, souvent on trouve des pépites. C'est-à-dire que ces personnes voient des choses qu'on ne voit pas. Et quand on les écoute vraiment et qu'on les accueille, tout d'un coup, notre vision va devenir plus complète. Elle va intégrer ces points d'objection qui sont souvent des points de sécurisation pour l'entreprise. Je ne parle pas dans la courbe de Gauss. Hein, dans la courbe de Gauss, il y a toujours un pourcentage sur la partie gauche de la courbe de gens résistants, de gens que de toute façon, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, vont être en contre. Alors, pour moi, il y a 2 types de gens qui sont en contre. Il y a les gens qui sont en contre parce qu'ils voient des choses qui peuvent mettre en danger la situation ou la situation de l'entreprise dans le futur. Ceux-là, il faut vraiment les écouter. Il faut vraiment prendre le temps de les écouter. Et puis, il y a les gens qui sont en contre par principe, parce qu'ils sont en contre. Et ils peuvent même aller à agir contre l'entreprise, à embarquer des gens. Moi, j'appelle ça des saboteurs. Et les saboteurs, dans ma perception, et pourtant je suis coach, n'ont pas leur place dans l'entreprise. Alors, c'est embêtant quand les saboteurs maîtrisent une compétence absolument unique et essentielle pour l'entreprise, évidemment. Mais les saboteurs, pour moi, ils n'ont pas la place dans l'entreprise. Mais ceux qui ont des objections, ceux qui ne sont pas alignés, parce qu'ils voient quelque chose de différent, eh bien, c'est intéressant de passer du temps avec eux, non pas pour les convaincre, mais pour essayer de comprendre ce qu'ils voient qui font qu'ils ne sont pas alignés. Souvent, moi, ce que je vois, ce n'est pas qu'ils ne sont pas alignés, c'est qu'ils voient quelque chose sur lequel ils ont besoin d'avoir des réponses. Alors, je ne sais pas si, David, ça correspond à votre situation, mais voilà ce que je dirais. Oui. En fait, quand je faisais la remarque, c'était plus sur le moment. Hein. Je me sens pas trop concerné par ce problème d'avoir 10 ou 20% de mon effectif qui n'est pas aligné. Je suis plus concerné, moi, par… donc, c'était plus juste une remarque comme ça au moment où vous l'avez formulé, parce qu'effectivement, aligner tout le monde, voilà, je me faisais la remarque que dans une équipe de 10, oui, ça peut aller très vite sur certains désaccords et ça peut représenter très vite une grosse partie de l'effectif. Moi, c'est pas mon cas, donc là-dessus, non, là où je suis plus concerné, c'est effectivement
moi, je suis en première ligne, c'est-à-dire que je n'ai pas de middle management aujourd'hui. C'est normal, l'équipe est petite, je ne vais pas m'amuser à mettre du middle management dans une équipe de 10 personnes. L'objectif, ce sera d'en avoir effectivement à terme, puisque moi, je suis dans une stratégie de croissance, donc ça sera le cas. Et je projetterai ça probablement en termes de vision d'ailleurs et d'organisation. Voilà. Et dernière remarque, et après je vais arrêter de monopoliser, mais là où je suis vraiment d'accord, c'est parce que j'ai une équipe assez jeune, et c'est le sens. Moi, j'ai été assez sensibilisé là-dessus, et notamment il y a encore quelques années aussi sur la génération Y. Et c'est clair que la question de sens pour les personnes plus jeunes, c'est quelque chose de fondamental. Sinon, déjà, on ne les garde pas, on ne les motive pas, et il faut assez fréquemment renouveler finalement le contenu de leur mission. Donc ça, c'est un vrai point d'attention pour moi quand on a une équipe assez jeune avec une moyenne d'âge assez jeune, c'est clair. Tout à fait. Élodie? Merci David. On a Valérie. Valérie, est-ce que tu souhaites prendre la parole? Oui, bonjour à tous. Oui, ce que je disais, avec le travail de Enrique, c'est vrai que la vision est un point de départ très, très important. Moi, je suis business designer et je pense qu'on est un peu complémentaires avec Enrique par rapport à ça. C'est que dans mon travail, on travaille beaucoup sur l'architecture, le mapping oui, on va dire l'architecture pour simplifier le vocabulaire de l'entreprise et toute sa conception, ses rouages. Sans la vision, en fait, le travail collectif ne peut pas se faire, et le travail, je dirais, pour permettre à l'entreprise d'évoluer, de se structurer, d'aller vers des objectifs ambitieux et porteurs ne peut pas se faire. Donc c'est vraiment un point de départ. Alors, quand il y a des gens qui sont difficiles à embarquer, après, il y a des choix à faire aussi, mais c'est vraiment un point de départ qui va nourrir l'ambition de l'entreprise, être co-construite aussi avec ses équipes, et il va être un outil précieux, fédérateur, structurant, avec le fil rouge pour vraiment travailler cette architecture de l'entreprise à court, moyen et très long terme. En tout cas, de mon côté, ça marche très bien, et je me sers de ce travail de vision pour faire tout ce travail de business design et d'architecture. C'est chouette. Merci Valérie pour votre témoignage. Merci Valérie. On a Olivier aussi. Olivier, est-ce que tu souhaites prendre la parole? Et après, on aura une question de Christophe. Bonjour, merci pour l'intervention qui était très intéressante. C'est vrai que nous-mêmes, comme je disais, une petite association de 35 salariés, en plus étant dans les services, dans le conseil RH, c'est-à-dire qu'on accompagne les demandeurs d'emploi en situation de handicap. Donc c'est vrai que chaque année, avec l'équipe, comme on est en plus sur des ressources humaines, on accompagne des gens, donc c'est pas évident de parler objectifs, stratégie, parce qu'effectivement, on a des financements publics, mais derrière, on doit des résultats par rapport à du placement, etc. Et du coup, depuis 10 ans, on est dans une démarche ISO 9001, et c'est vrai que chaque année, on fait un séminaire de 2 jours où on invite l'équipe à travailler sur les résultats et sur des plans d'action afin de proposer effectivement un réajustement au regard de ce qui est fait. Voilà. Et cette année, en plus, avec le confinement, ce qu'on a vécu au niveau de la crise Covid, j'ai voulu faire un truc un peu novateur dans l'association. J'ai fait appel à un psychologue, anthropologue et sociologue qui a plusieurs casquettes en même temps. Et j'ai fait accompagner l'équipe sur 3-4 réunions de travail pour réfléchir un peu aussi à notre mission au regard de ce qu'on venait de vivre ensemble pendant ces 3 mois, afin de retravailler effectivement peut-être nos valeurs et notre vision pour l'année à venir. Merci Olivier pour ces témoignages aussi. Une super idée, merci beaucoup. On a Christophe qui a une question à poser. Est-ce que Christophe a un micro pour pouvoir poser sa question? Ah, on n'entend pas Christophe. Il faut décocher, je pense, le micro. Non, pourtant, non. Peut-être son micro. Allô? Christophe, je me permets de poser votre question alors, parce qu'on vous voit parler, mais on ne vous entend pas. Comment faire pour s'assurer que le management intermédiaire soit un bon relais de la vision lorsqu'on a une équipe pluridisciplinaire avec des prismes cognitifs et une culture différente? Alors, c'est une très très bonne question. J'ai presque envie de dire que c'est probablement
le point d'achoppement de l'alignement, c'est exactement ça. C'est pour ça que je parlais au tout démarrage, je ne sais pas si je remonte mes diapos, pardon, je vais essayer de remonter mes diapos sur la partie communication. Alors, je remonte, c'est un peu long, il faut que je sorte du diaporama, probablement, voilà, de remonter ici. Tac, 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 là, la question de la communication, voilà. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Du coup, moi, je vais enlever un petit peu parce que je vous ai mis des vignettes. Voilà. Alors, comment on fait? Le point de départ, c'est le fait que tout le monde va avoir des opinions, des avis différents, des perceptions différentes sur la situation de l'entreprise. Dans mon expérience, c'est pour ça que j'ai insisté sur cette notion de diagnostic. C'est presque inutile de faire un travail de vision dans ce genre de circonstances. Il faut d'abord aligner les gens sur quelque chose qu'ils connaissent. Parce que de projeter dans le futur, ça va créer un phénomène ça va aller dans tous les sens. Voilà, ça va vraiment partir dans tous les sens. Il me semble que d'aligner les gens sur le diagnostic est la réponse à votre question, Christophe. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu ou vous l'avez déjà testé. Ça peut prendre un peu de temps, mais il faut un diagnostic vraiment approfondi. C'est-à-dire qu'il faut aller vraiment chercher les causes des situations. Déjà, se mettre d'accord sur un diagnostic, ça commence par l'évaluation d'un niveau de performance, toujours. Donc, ça peut être un niveau de performance au niveau de l'entreprise, au niveau d'une activité, au niveau d'un marché, au niveau d'une fonction. Et souvent, déjà, on voit qu'à cet endroit-là, les gens ne sont pas d'accord. Il y a ceux qui vont dire « ça marche bien » et il y a ceux qui vont dire « ça ne marche pas bien ». Pour faire simple, hein. Après, il y a toutes les nuances. Mais déjà, c'est s'aligner là-dessus. Et là, il faut avoir des instruments de mesure. Il faut avoir des choses objectives, tangibles, avec ce qu'on appelle en anglais des KPI, enfin des indicateurs de mesure. Après, il faut trouver les bons indicateurs de mesure. Souvent, les gens ne sont pas d'accord sur les indicateurs de mesure. Oui, mais tu dis ça, mais moi, j'utilise ça et je vois ça. Donc, il faut s'aligner sur les indicateurs de mesure. Il faut s'aligner sur l'information sur les indicateurs de mesure. Déjà, ça peut prendre un petit peu de temps. Ça va en général vite, mais il faut quand même avoir de l'information. Ensuite, il faut s'aligner derrière les indicateurs de mesure, sur les symptômes de la situation. De façon simple, le SWOT marche bien. Quels sont les points forts, quels sont les points faibles? Mais le SWOT est rarement un diagnostic, c'est souvent un inventaire de symptômes. Mais pour un inventaire de symptômes, c'est un outil qui marche bien. Et après, il faut aller dans les causes. Et il faut remonter de cause en cause. Il y a ce petit outil assez connu qui s'appelle le 5 why, c'est les 5 pourquoi. C'est-à-dire qu'il faut demander 5 fois pourquoi, avec des vrais pourquoi. On estime qu'à partir de 5 pourquoi, on commence à avoir des causes un peu sérieuses de la situation. Avant 5 pourquoi, on estime que ce n'est pas assez. Moi, souvent, je vois que même 5 pourquoi, ce n'est pas assez. Il faut aller dans plus que 5 pourquoi. Mais en tout cas, il faut aller chercher les causes profondes. Tant que les gens ne sont pas d'accord sur pourquoi la situation est comme ça va être compliqué. Par contre, quand on commence à s'aligner autour de voilà pourquoi la situation est comme ça, alors là, il se passe un phénomène absolument très intéressant d'un point de vue humain. Il peut même y avoir des conflits qui étaient créés autour de ça qui s'arrêtent. Donc, on va avoir un phénomène de convergence des personnes autour de ce diagnostic. Une fois que les causes sont sorties, il faut se mettre d'accord sur une problématique. Donc, je vous donne des éléments de méthodologie. Là, il faut se mettre d'accord sur une problématique. C'est-à-dire, au fond, quelle est la cause profonde, la cause racine, et quel est, à partir de ça, l'enjeu futur le plus important. Et là, on commence à être prêt pour faire un travail de vision. Donc, il y a tout un travail à faire avant autour de ça. Si on n'est pas d'accord sur les causes internes, c'est parce qu'on a aussi une perception de l'environnement qui est différente. Et là, il faut faire aussi un travail d'alignement autour de ce qui se passe à l'extérieur. Dans mon expérience, voilà les deux grandes voies qui vont permettre aux gens de s'aligner avant de faire un travail sur la vision. Et du coup, la vision, si elle est bien faite et elle a du sens, à ce moment-là, on va aligner tout le monde sur un présent et sur un futur. Enfin, sur un passé/présent, parce que le diagnostic, c'est un passé/présent, et ensuite sur un futur. Est-ce que, Christophe, je ne sais pas si votre micro remarche ou si vous avez pu écrire des choses pendant ce temps-là? Il n'a pas écrit des choses, mais il a écouté attentivement. Je ne sais pas si le micro fonctionne. Christophe?
Non, on ne l'entend pas. Est-ce que vous pouvez hocher la tête pour nous dire oui ou non? Est-ce que Enrique a répondu à votre question? Ah, comme ci, comme ça, il nous dit. J'ai lu sur les lèvres. Il est déçu, Enrique. Il voulait que tu lui donnes la formule magique, je crois. Non, j'ai mon numéro de téléphone en première page. C'est ce que j'allais dire, la formule magique, c'est le numéro de téléphone d'Enrique, en fait. Voilà, C'est ça. je remonte. Comment je peux remonter là? Voilà. Pardon. Enrique, tu pourras nous le remettre dans le chat, sinon? Tu pourras Oui. nous remettre tes coordonnées avant qu'on ferme la visio, si ça ne t'embête pas. Voilà, je suis au démarrage. Là, je vais remonter les différents diapos. Là, les PowerPoint en général, mais sur Zoom, je maîtrise moins. Voilà, vous avez mon email et vous avez mon numéro de téléphone. Et n'hésitez pas à m'appeler, ce sera avec plaisir qu'on pourra discuter ensemble autour de ces questions. Ça fait presque 30 ans que je travaille sur ces questions de vision. J'ai accompagné des dizaines d'entreprises, des dizaines d'entrepreneurs sur ces questions-là. Quand je dis des dizaines d'entrepreneurs, plutôt 150 entrepreneurs, et j'accompagne sur ces questions de vision des entreprises qui vont de une personne, la plus petite, à celle que j'accompagne en ce moment, elle fait 5000 personnes. Donc voilà, je travaille sur ces questions de vision. Et c'est pour ça que la question de Christophe était particulièrement intéressante. Je sais que Christophe, il ne parle rien. Merci Enrique. Bon, j'espère que Christophe t'appellera du coup. Appelez-moi. Ça sera plus facile pour discuter. Bon, et ben, je crois qu'on a fait le tour des questions. Il y a quelques personnes qui… Ah, quelqu'un? Oui, bonjour. Je me permets juste d'en poser une en direct en rebond de ce que vient de dire Enrique. Alors déjà, désolé du retard parce que j'ai dû prendre en retard. Moi, je suis un confrère, donc et par curiosité, je voulais assister à ce que faisait Enrique. Et vraiment, bravo pour cette présentation que j'ai beaucoup appréciée. J'avais une question sur la partie intelligence collective. Est-ce que vous pratiquez le co-développement et si vous le faites, quel en est le principal bénéfice que vous en tirez? Alors, je le pratique, mais pas très souvent. Donc, on va dire c'est plutôt par opportunisme que je pratique le co-développement que de façon systématique. Moi, ce que je vois, c'est que c'est une méthode, un processus qui est très efficace justement pour générer de l'alignement entre les personnes à travers des situations très concrètes où il y a des difficultés, où il y a des problèmes, ou simplement je ne sais pas comment m'y prendre. On met un petit groupe de 4, 5, 6, 7 personnes. Après, ça peut être un peu plus, mais en général, il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux pour aider, pour coacher, pour conseiller une personne à trouver sa voie de passage dans la situation qui est la sienne. Et ça permet d'aligner les personnes justement sur des notions de diagnostic. On partage des informations sur une situation en particulier. Et ce simple partage, en général, ça fait plusieurs choses. Un, on partage des opinions là-dessus et des perceptions. Deux, on partage de l'information sur la situation. Trois, on élargit du coup la compréhension de la situation. Quatre, on voit tout de suite en direct live des comportements, y compris émotionnels, sur le genre de situation. Et en général, ça crée aussi un phénomène d'empathie. C'est-à-dire on est là pour servir autrui. Donc, ça crée un phénomène d'empathie, d'écoute, d'être au service de l'autre. Et ça, c'est très efficace, justement, pour provoquer de l'alignement. Ça ne provoque pas forcément de la vision, ça peut, ça dépend des sujets, ça dépend où on va, mais en tout cas, ça crée de l'alignement beaucoup autour des personnes, un alignement, on va dire, émotionnel, un alignement cognitif et un alignement comportemental. Ça fait ça. Donc, je trouve que c'est un bon outil, Eric, pour pouvoir faire ce genre de choses. Après, ça dépend. Si c'est des problèmes très opérationnels, ça ne va pas générer forcément une vision. Si on le fait quelque chose de beaucoup plus large, ça peut générer une vision. Ça dépend à quel niveau on le traite. Mais c'est un très bon processus. Merci. Comme je l'utilise de mon côté, je voulais avoir votre vision et merci pour la clarté de la réponse en tout cas. Merci. Merci. Enrique, je crois que tu as fait l'unanimité. Je ne sais pas si d'autres personnes souhaitent intervenir. Juste pour rappel, pour les personnes qui se sont connectées un peu après le début, sachez que le replay sera dispo, l'intégralité du replay sur le site de l'UPE ainsi que la présentation d'Enrique. Et vous avez tous ses coordonnées, donc n'hésitez pas à le contacter pour aller un peu plus loin dans les échanges.
Voilà. Ne serait-ce que pour échanger, partager, avoir un témoignage. Moi, c'est une thématique qui me guide beaucoup dans ma vie professionnelle. Donc, n'hésitez pas, ce sera avec un plaisir. Et puis, si on parle beaucoup, on peut même se rencontrer pour boire un café ensemble. Ça sera aussi avec plaisir. Voilà. Merci de votre écoute, merci de votre présence. Et puis, une excellente journée et j'espère un très bon été à tous, en espérant que ce soit un été de détente par rapport à ce qu'on a vécu pendant 3 mois. Merci à tout le monde. Merci, au Bonne revoir. journée, au revoir. Bonne journée. Merci Enrique. Merci, au revoir.